Bonjour et bienvenue à tous nos amis du monde entier. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois à Kourou, la base de la famille Ariane. Pour le lancement d'aujourd'hui, le vol Ariane 242. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous pour cette mission qui marquera un jalon important de l'histoire d'Ariane 5 avec la mise en orbite de son 200e satellite. Ici Jean-Paul, je vous accompagnerai de mes commentaires tout au long de ce lancement. Et ce soir, nous mettons en orbite deux satellites, l'un au bénéfice du Japon et de Sky Perfect JSAT, l'autre au bénéfice du Royaume-Uni et d'Avanti Communications. Et nous sommes ici au siège du Centre de contrôle de mission, mais sans plus attendre, Monsieur le Président exécutif d'Arianespace, Monsieur Stéphane Israël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Arianespace est très heureux de vous accueillir ce soir pour son troisième lancement de l'année à partir du centre spatial guyanais. Le deuxième avec un lanceur lourd Ariane 5. D'ici quelques minutes, nous allons lancer deux satellites importants pour nos clients et partenaires. DSN-1 Superbird 8 pour notre client de longue date, Sky Perfect JSAT. Ce satellite de télécommunication haute performance a été construit par NEC Corporation et Mitsubishi Electric Corporation. ILAS 4 pour l'opérateur britannique Avanti Communications. Ce satellite haut débit a été construit par Orbital ATK, un autre fidèle partenaire. Merci donc à Sky Perfect JSAT et Avanti Communications pour votre confiance. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de contrôle derrière moi, Ariane 5 est sur le pas de tir où elle a été transférée hier. Toutes les opérations liées à la chronologie finale se sont bien déroulées. Nous pourrons donc être en mesure de lancer à 6h34, heure d'ouverture de la fenêtre de lancement qui durera ce soir 50 minutes. Les performances requises pour le lancement de ce soir sont de 10 tonnes et 260 kilos. Comme vous le savez, le décollage se produit à 7 secondes après H0 à l'allumage des propulseurs. Ariane 5 s'élancera alors vers l'est pour injecter les satellites sur une orbite elliptique avec une inclinaison de 3 degrés par rapport au plan équatorial. L'altitude de périgée sera de 250 km et l'altitude d'apogée de 35 786 km. DSN-1 Superbird 8 se séparera en premier. Ensuite, ILAS 4 se séparera à 33 minutes et 56 secondes après le décollage, ce qui marquera la fin de notre mission de ce soir. Notre lancement est à quelques minutes. En avant toutes, donc Ariane 5, en avant toutes DSN-1, Superbird 8 et ILAS 4, et je vous souhaite bien sûr un très beau lancement à tous. Merci. Eh bien voilà, le lancement va avoir lieu dans un peu moins de 12 minutes. Ce sera ici la deuxième mission de l'année pour Ariane 5. Et nous voyons notre drone survoler le bâtiment. Celui-ci a quitté sa base. Ici, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Pour le moment, regardons d'un peu plus près Ariane 5 avec ses 50 mètres de hauteur et ses 774 tonnes à plein, c'est-à-dire avec les satellites qu'elle emporte, son carburant et ses deux parties, le composite inférieur et supérieur. Le composite inférieur comprend l'étage principal cryotechnique et ses deux étages d'accélération en poudre, constituant ses trois sources de propulsion. Le composant supérieur comprend l'étage supérieur et son unique moteur ainsi que la case équipement où se trouvent les ordinateurs de bord, puis au-dessus la coiffe recouvre les deux satellites DSN-1 Superbird 8 en position haute et ILAS 4 en position basse. Nous décrirons chacun de ces deux étages au fur et à mesure de leur entrée en jeu. Et bien côté client, Christophe Bardou est chargé pour Arianespace de la relation avec l'équipe DSN-1 Superbird 8, tandis que Béatrice Romero est son homologue pour ILAS 4. Nous aurons l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ces deux satellites plus tard ce soir. La fenêtre de tir, elle, est de 50 minutes. La mission aura une durée totale de 33 minutes et 56 secondes. Et maintenant, grâce à notre drone, je vous emmène en balade au-dessus de Kourou.
Une des premières choses que vous voyez lorsque vous arrivez à ce rond-point, c'est une maquette d'Ariane 5, l'arc-en-ciel qui vous accueille, un canoë ou une pirogue. Ces passagers représentant le peuple guyanais, le pont qui relie les deux rives du fleuve Kourou, et puis le marché aux poissons, dans le centre-ville de Kourou, à l'extrémité de la vieille ville. Plus loin, dans la vieille ville, les quilles Sainte-Catherine datent du XVIIIe siècle. En s'éloignant de la vieille ville, l'Atlantique sur notre gauche, et puis le fleuve Kourou, l'embouchure du fleuve Kourou tout en haut à droite, la course de pirogue sur le fleuve, puis une autre course, Rame Guyane, dans laquelle des rameurs traversent en solo l'Atlantique après 4000 km. Et c'est ainsi qu'ils arrivent ici. Les îles du Diable sont à l'horizon, et les îles furent bagne de 1852 à 1946. Et de retour sur la terre ferme, la tour Dreyfus est le lieu où le fleuve rencontre l'océan. Cette tour permettait de communiquer avec les îles à l'aide de drapeaux, à l'époque où la radio n'existait pas encore. Eh bien, la plage et le parc avec ses palmiers sont des endroits importants pour les habitants de Kourou. On aime non seulement y assister au lancement d'Ariane, mais on y trouve de nombreuses familles qui pique-niquent le week-end. Le nouveau skatepark est un endroit qui attire la jeunesse. Kourou a une population d'environ 26 000 habitants, dont les premiers furent les Amérindiens qui vécurent ici jusqu'au XVIIe siècle. La montagne des Pères, située sur une colline à environ 5 km à l'est du lieu où se trouve Jupiter, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc on va maintenant regarder le site d'observation de Toucan, où se trouvent les VIP qui sont là pour profiter de ce beau lancement ce soir. Et puis, le haut commandement d'Ariane Espace, ce qu'on appelle la cellule de vol, sous la houlette de M. Stéphane Israël, son président exécutif, Roland Lagier, directeur technique et qualité. Ces hauts responsables d'Ariane Espace seront ceux qui devront prendre les décisions en cas d'imprévu, soit avant, soit pendant la mission. Leurs équipes, sur toute la base et en Europe, rendent compte auprès d'eux et vous les verrez peut-être au téléphone au cours de la mission. Et nous avons ici les logos des satellites sur la coiffe. Et également, Thierry Léonard, le directeur de la mission, est à côté du DDO. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Et nous venons d'entendre l'annonce du DDO. Ici, nous entrons dans la séquence finale avant le décollage. Et les tout derniers contrôles sont réalisés. Et nous avons ici le panneau de statut des paramètres qui présente un résumé en temps réel des activités ici à la base spatiale. Le lanceur, les satellites, donc tout est prêt ici au décollage. Ici, nous attendons ici ce grand moment. Quelques images maintenant sur ce qu'on appelle la campagne de lancement. Le satellite DSN-1 Superbird 8 est arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué. Il a été ensuite acheminé par la route de Cayenne à Kourou jusqu'au centre spatial guyanais. DSN-1 Superbird 8 a été installé au S5C Nord pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré du bâtiment de remplissage S5B où les équipes d'Ariane Group ont procédé à son remplissage. Le satellite AILAS 4 est également arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué. Puis, il a été transporté avec tous ses équipements par la route jusqu'au centre spatial guyanais. AILAS 4 a été installé de son côté au S5C Sud pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré au bâtiment de remplissage S5K où les équipes d'Orbital ont procédé à son remplissage. Les opérations combinées entre les satellites et le lanceur ont débuté à J-11 par le sanglage de DSN-1 Superbird 8 sur son adaptateur de vol au S5B. Le satellite a ensuite été transféré au BAF pour être intégré d'abord sur le site DA, puis encapsulé par la coiffe et enfin intégré dans le lanceur avec le composite supérieur. AILAS 4, de son côté, a démarré les opérations combinées avec le lanceur AJ-9 au S5K par son sanglage sur son adaptateur de vol. Le satellite a ensuite été transféré au BAF pour être directement intégré sur le lanceur, puis être encapsulé par le composite supérieur AJ-6.
Après la phase d'assemblage et de contrôle fonctionnel, le lanceur a été transféré du bâtiment d'intégration finale à son pas de tir le 27 février. Cette procédure marque l'entrée dans la phase finale de la campagne de lancement qui a débuté le 30 janvier avec l'intégration structurelle du lanceur suivie des contrôles électriques et pneumatiques qui se sont déroulés dans le bâtiment d'intégration lanceur. Aujourd'hui, nous procédons au transfert du lanceur du bâtiment d'assemblage final vers son pas de tir. Ariane 5 emporte sous sa coiffe les 2 satellites Superbird 8 et ILAS 4. Une fois les installations sol et le lanceur placés en configuration de vol, nous aurons terminé la phase de la chronologie finale qui précède le décollage. Je tiens en particulier à adresser mes remerciements à toutes les équipes opérationnelles pour tous leurs efforts et leur participation tout au long de cette campagne de lancement semée d'embûches. Alors, beaucoup d'opérations sont en train de se dérouler simultanément pendant cette période juste avant le décollage. Les réservoirs inférieurs du lanceur sont désormais remplis et les réservoirs supérieurs sont en cours de remplissage. Le port spatial de l'Europe, le CSG, dispose de tout ce dont on a besoin, un ensemble d'infrastructures pour la préparation des satellites et des lanceurs. Et le CSG dispose de sites de lancement dédiés pour Ariane, Soyuz et Vega, chacun disposant de son pas de tir, d'ensemble de lancement du chef des IA. Et pour ces personnes, la journée a commencé à 7h30 ce matin. Au moment où je vous parle, plusieurs équipes sont en action, l'une chargée des opérations sol, l'autre de la préparation du lanceur Ariane 5. Et le COEL travaille en coordination avec le centre de contrôle de la mission pour donner le feu vert au lancement. Lorsque toutes les conditions sont réunies, il autorise la séquence automatique à H-7 minutes. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Au total, eh bien, c'est une centaine de personnes qui est à pied d'œuvre, passant en revue les différents contrôles sur toutes les parties du système du lanceur. Et ce centre de lancement est situé à environ 2,5 km du pas de tir. Quelques 1700 personnes travaillent sur la base spatiale, s'étendant sur 760 km². Et nous arrivons ici, il nous reste quelques minutes avant le décollage de la 98e mission d'Ariane 5. À l'intérieur du centre de contrôle de mission, les VIP et invités ont commencé à se diriger vers les balcons d'observation situés des 2 côtés du bâtiment pour admirer ce décollage. Et Ariane 5 décolle de ce pas de tir situé à 15 km à l'ouest d'où nous sommes, passe au-dessus de nos têtes. C'est un magnifique spectacle si le ciel est dégagé. Nous avons ici cette image fractionnée montre les bras d'alimentation en ergol situés à mi-hauteur du lanceur, l'hydrogène liquide à gauche et oxygène liquide à droite. Et ceci permet de faire le plein des réservoirs supérieurs. Vous verrez ces bras se rétracter 7 secondes avant le décollage. C'est une des dernières secondes. H0 moins 1 minute. 60 dernières secondes avant le décollage, tout ce qui devait être fait l'a été. Profitons de ces quelques instants qui nous restent pour saluer nos amis Sky Perfect GSAT à Tokyo, Orbital ATK en Virginie, Avanti à Londres, nos partenaires industriels, l'ESA, le CNES, et à vous tous qui nous suivez ce soir. Écoutons à présent le DDO avec le décompte final et l'ouverture des bras cryogéniques, puis le décollage. Laissons la parole au DDO pour le décompte final et le décollage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain. Allumage des EAP, décollage. La propulsion est nominale.
Et c'est dans le rugissement de ces moteurs qu'Ariane 5 a démarré sa mission, exactement comme prévu à 18h34, laissant derrière elle le sol de Guyane française, emportant avec elle ses 2 satellites. Les 2 EAP sont en train de produire 90% de la poussée, propulsant le lanceur sur sa trajectoire, lui permettant d'acquérir une vélocité encore plus grande. Cette masse de 774 tonnes au décollage nécessite une poussée titanesque. Chacun des 2 EAP consomme 2,5 tonnes d'ergol par seconde, 300 kg pour les tâches principales. Ariane suit à présent le programme de son ordinateur de bord, l'amenant jusqu'aux séparations un petit peu plus tard. Vous voyez l'annonce du DDO encore. Et Ariane 5 suit à la lettre le programme dicté par son ordinateur de bord. Et ici, nous sommes à 1 minute 30 depuis le décollage. Nous sommes dans la première des 4 phases de ce vol. Et nous décrirons chacune d'entre elles pour vous permettre de suivre Ariane 5 alors qu'elle se dirige vers l'est au-dessus de l'Atlantique. Et ici, les étages d'accélération en poudre consomment leurs 240 tonnes de carburant en l'espace de 2 minutes. La première phase du vol utilise des ergols cryogéniques et stockables. Les ergols cryogéniques permettent une grande précision de la performance. Les moteurs peuvent être éteints et rallumés en vol. Les paramètres de bord sont normaux, la trajectoire est calme, le pilotage est calme. Et ces moteurs peuvent fonctionner plus longtemps, effectivement. Et donc ici... des étages d'accélération à poudre. Et le DDO vient de confirmer la séparation des EAP. Ceux-ci vont tomber dans une zone protégée à 500 km des côtes. Voilà à quoi cela ressemble. Ici, vu de là-haut, nous avons ici la séparation des EAP. Et donc ces EAP qui tombent à 500 km des côtes. La Guyane française a été en partie choisie pour accueillir la base spatiale, le CSG, pour son ouverture sur l'océan et l'absence de risque pour la population locale. Le DDO continue, poursuit ses annonces. Et en bas, regardons en bas de l'écran, notre altitude est indiquée à gauche, altitude à gauche, et la vitesse est indiquée à droite. La vitesse que nous devons atteindre, la connaissez-vous? Eh bien, il s'agit de 9 km/s que nous devons atteindre pour procéder à la séparation. Voilà. Donc, séparation de la coiffe. Voilà. Pile à l'heure, exactement comme prévu. Séparation coiffe. Et nous pouvons séparer la coiffe car nous avons dépassé les couches denses de l'atmosphère. Nous sommes à plus de 100 km d'altitude. Il n'y a plus ni friction, ni frottement, ni stress thermique qui pourrait venir perturber nos satellites. Nous pouvons nous débarrasser de tout poids mort pour accroître la performance du lanceur. La coiffe pèse près de 2,5 tonnes et nous nous en séparons maintenant. En parlant de poids, eh bien, Ariane 5 est le lanceur lourd, Soyouz est le lanceur moyen, avec des satellites de 2 à 3 tonnes, capacité d'emport, et Vega est le lanceur léger, avec ici. Les paramètres de bord sont normaux. Ariane continue sa trajectoire. Comme toujours, nous nous réjouissons d'accueillir nos amis de Skype GSAT ici à Kourou. Arianespace a lancé la plupart des satellites de notre flotte opérationnelle actuelle. Notre société, Sky Perfect GSAT Corporation, gère actuellement une flotte de 17 satellites de communication. DSN1 Superbird 8 viendra remplacer Superbird B2 qui fut lancé en 2000. Superbird 8 emporte avec lui des répéteurs à très haut débit en bande KU et KA et fournira des services de communication satellite principalement à destination du marché japonais. DSN1 Superbird 8 est le 3e satellite conçu à partir d'une plateforme DS2000 par Melco après Superbird 7 et ST2. NEC étant cette fois-ci le maître d'œuvre. Superbird 8 a été assemblé et testé sur le site de Kamakura, près de Tokyo. C'est là qu'a été réalisé un test combiné entre l'adaptateur lanceur et le satellite pour vérifier les spécificités de ces interfaces. Le chemin fut long, étant donné un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées dans ce programme. Cependant, nous les avons toutes surmontées grâce à la coopération de nos sociétés.
Je souhaiterais exprimer mes remerciements à Arianespace, au CNES, à Freelance Service, NEC, Melco et à tous ceux qui ont participé à ce programme. Nous souhaitons plein succès à DSN-1 Superbird 8 pour son lancement et toutes les activités de préparation au vol. Nous abordons la deuxième phase de propulsion avec l'étage principal à moteur unique. Donc, les satellites se trouvent à droite de l'animation. Vous voyez les étages supérieurs ici. Le centre de contrôle mission Jupiter, c'est un peu comme une tour de contrôle d'aéroport avec deux parties. Il y a derrière la grande baie vitrée, ce qu'on appelle l'aquarium, le centre de contrôle avec les postes de travail, des opérationnels occupés par les équipes en charge du lanceur, des satellites et de la base spatiale. Tous ces postes bénéficient d'une redondance et de l'autre côté du miroir, une salle de 250 places où se retrouvent les VIP, les invités et autres clients. Nous parlions à l'instant des opérationnels, mais que ce soit pour les vols Ariane, Soyuz, Vega, il faut aussi des équipes spécialisées de sécurité, l'armée, les pompiers, etc. Le pilotage est calme, la propulsion est nominale, tous les paramètres de bord sont normaux. Donc nous avons vu les images du lancement qui se sont passées il y a quelques minutes. Il y a différents types différents sites d'observation sur la base et parfois aussi de ces sites on a des images qui sont envoyées au centre de contrôle et qu'on peut admirer à nouveau ici. Donc, on voit Ariane s'élever dans le ciel au-dessus de la Guyane. Donc, nous allons bientôt être repris par la première station de poursuite située à Natal. Et donc, de nouveau, des images. Ça semble être pris à partir du poste d'observation à 2 km du pas de tir. Les informations qui sont renvoyées aux clients permettent aux clients justement d'avoir des informations pour les analyser en temps réel, selon les cas, d'autres a posteriori pour mieux comprendre le comportement du véhicule du lanceur pendant sa mission. Une analyse complète est effectuée une semaine après chaque lancement. Donc vous pouvez imaginer la quantité d'archives qui a été accumulée par Arianespace depuis le premier lancement d'Ariane 1, qui, vous en souvenez, c'était en décembre 1979. Ensuite, nous attendons 3 événements qui vont être confirmés. L'extinction de l'étage inférieur, vous voyez sur la gauche, et ensuite la séparation de l'étage inférieur, et puis l'allumage de l'étage supérieur. Donc, nous avons entendu donc l'annonce de la séparation de l'étage inférieur et de l'allumage. Du moteur HM7B. Donc l'allumage de l'étage supérieur, toutes ces commandes sont lancées à partir de l'ordinateur de bord en l'espace de 13 secondes. L'étage inférieur va retomber dans l'Atlantique au large de la côte de Guinée. Nous allons donc passer dans la 3e et dernière phase de propulsion avec l'étage à moteur unique qui va brûler son carburant pendant 16 minutes environ. La tâche de l'étage supérieur, c'est une bonne question. Eh bien, nous voyons l'équipe de Superbird. Donc, c'est la première fois qu'ils sont présents ici. Donc la tâche de l'étage supérieur, c'est d'emmener leur satellite jusqu'à leur point d'injection orbitale. La trajectoire est nominale, le pilotage est calme, tous les paramètres de bord sont normaux. Donc ensuite, il y a le rôle de propulsion, on y reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord, des images sur notre premier passager. At Sky Perfect JSAT Corporation, we approach the fields of satellite broadcasting and communication and their key roles in society
with a pioneering spirit that motivates us to improve our services. First of all, let's take a look at our space and satellite business, which represents the backbone of the company. Sky Perfect JSAT is Japan's only satellite operator and is the largest satellite operator in Asia and Oceania and the 5th largest worldwide. Our communication satellite services cover not only Japan, Asia, and Oceania, but also North America and Russia through joint initiatives with Intelsat. In fiscal year 2018, our 4th co-owned satellite with Intelsat, Horizons 3E, will be launched. Horizons 3E satellite is our first high-throughput satellite, which will provide larger communication capacity than ever. In order to maintain stable operations amid these growing requirements, we are planning to place 2 more new satellites in orbit by 2019. Our satellites are being used on a daily basis for transmitting many kinds of image materials. We were also able to contribute in various ways to coping with the disaster in the aftermath of the Great East Japan earthquake and the 2016 Kumamoto earthquake, which reacquainted people with the importance of satellite communication networks. We are able to provide suggestions for menus that include effective applications for disaster prevention and BCP innovations. Our mobile business exploits our strengths in providing communication lines no matter where the user is, and the use of these on ocean-going vessels, aircraft, and other forms of mobile transportation is on the increase. By promoting the use of disaster-resilient satellite communications and expanding new multifaceted business fields that link the public and private sectors, Sky Perfect JSAT will aim to become an even stronger global player in the future. Next, here is an introduction to our media business. In other words, Sky Perfect TV, multi-channel satellite broadcasting. This provides a wide range of enjoyable content from more than 100 specialty channels. Approximately 3 million subscribers are currently receiving Sky Perfect TV broadcasts. Sky Perfect TV On Demand is also available for viewing at any time and in any place via smartphones, tablets, and other mobile terminals. In addition to ensuring a full lineup of content centered on our live distribution services, which is one of Sky Perfect TV's strengths, we are also forging ahead to enrich IP liner distribution for multi-devices. And as a new initiative, we have joined with Enroute, Japan's largest drone manufacturer, to develop services in fields such as agriculture, distribution, and infrastructure maintenance. For our initiatives in the field of low-orbit satellites, we have launched a service for the sale of the world's first high-frequency global imagery, utilizing Dove microsatellites constellation developed by Planet Inc. This enables us to provide new services that were previously difficult to achieve. In addition, we have formed a strategic business alliance with Leosat Enterprises. Leosat Enterprises develops a low-orbit satellite network that uses laser communication to connect satellites with one another, enabling low delay and high security communication. And through partnership with Kymeta Corporation, automobiles, trains, and other such moving vehicles with Kymeta's flat antennas will be capable of capturing satellite signals, enabling two-way communication with communication satellites, including communication between moving vehicles. Making the world our market, enriching people's daily lives. We are Sky Perfect JSAT Corporation. Donc Sky Perfect JSAT, c'est le plus gros opérateur de satellites en Asie avec une flotte de 17 satellites pour les services de télévision payante et de communication par satellite.
ainsi que des services de divertissement avec Sky Perfect TV et 3 millions d'abonnés d'ailleurs. Superbird 8 va assurer les communications par satellite, est construit par Melco, Mitsubishi Electric Corporation, et sous la maîtrise d'œuvre de NEC Corporation. C'est le 19e satellite lancé pour GSAT par Arianespace. Le dernier en date était en décembre 2016. DSN-1 Superbird 8 est arrivé le 6 février en Guyane française et a été transféré sur les sites de satellite S5. ILAS-4 a suivi une semaine plus tard, le 15 février, et il y a aussi deux autres satellites GSAT qui attendent leur tour pour ILAS-4 maintenant. Le vol Ariane VA242 embarquera ILAS-4 en position basse. Ce sera le troisième satellite mis en orbite par Arianespace pour Avanti Communications après les lancements de ILAS-1 en 2010 et ILAS-2 en 2012. ILAS-4 est à ce jour le plus gros satellite et le plus sophistiqué de l'opérateur Avanti Communications. Sa masse de décollage est de 4000 kg et ce satellite haut débit peut déployer jusqu'à 32 GHz en bande Ka. Sa conception est basée sur les principes déjà éprouvés des satellites Avanti Communications et intègre de plus des améliorations significatives et les toutes dernières technologies pour une flexibilité et une efficacité spectrale optimale. Ce satellite rejoindra la flotte d'Avanti Communications en bande Ka pour assurer une connectivité rapide sur l'Europe et l'Afrique avec un potentiel de couverture pour les marchés d'Amérique latine. La charge utile assure 64 faisceaux spot pour compléter notre couverture européenne et offrir une couverture complète et continue sur plus de 30 pays en Afrique subsaharienne, ouvrant de nouveaux marchés pour Avanti Communications en Afrique occidentale et centrale. Par ailleurs, ces 4 faisceaux spot haut débit orientables permettront de déployer une offre à la demande en bande Ka sur les fréquences civiles gouvernementales en élargissant notre offre pour ces services. La mission ILAS-4 permettra à Avanti Communications de multiplier par 3 sa flotte en service et ainsi développer sa présence en Afrique et offrir à un plus grand nombre de personnes des services satellitaires de haut débit, résilients, fiables et économiques. Nous tenons à remercier Orbital ATK pour son excellent travail tout au long de ce programme et en particulier notre client Avanti Communications d'avoir confié ce lancement d'ILAS-4 à Arianespace. Donc 8 minutes encore pour la combustion de l'état supérieur. ILAS-4 est le troisième satellite lancé par Arianespace. Donc 100% de la flotte d'Avanti a été lancée par Arianespace. Et Ailas, en grec, dans la mythologie grecque, c'était un ami d'Hercule qui avait accompagné Jason et Argonautes dans leur périple. Plus récemment, Avanti donc a construit ses propres stations sol au Royaume-Uni, en Chypre, en Turquie, au Nigeria et en Afrique du Sud. ILAS-4 va livrer servir des services de communication satellite sur toute l'Europe et les déployer aussi en Afrique, en Amérique du Sud, aux Caraïbes et au Moyen. Le contrat d'ILAS-4 a été signé en 2014 et c'est le 28e satellite d'Orbital. Station de Libreville au Gabon. Donc le 28e satellite orbital lancé par Arianespace. Le premier, c'était Topex Poseidon, un satellite d'observation des océans en 1992, une mission avec la NASA. 2 autres satellites construits par Orbital sont dans les carnets de commande d'Arianespace. Le film suivant va nous parler d'ILAS et de groupe Avanti. La trajectoire est nominale. Il reste de propulsion de l'ESC.
Et le réseau Avanti couvre environ 30% de la population mondiale dans 118 pays, dont les 20 économies les plus avancées. Et Ariane continue sa trajectoire vers l'est et son signal a été acquis par la station de poursuite aval suivante à Libreville au Gabon sur la côte ouest du continent africain jusqu'à Ariane 3. La dernière station de poursuite aval était située à Akaro en Côte d'Ivoire. Pour Ariane 4, nous avions besoin d'une station plus à l'est, ainsi naquit la station de Libreville en 1986. La station reçoit la télémesure pendant 10 à 15 minutes et voit la combustion de l'étage supérieur. Et parfois, les stations de poursuite perdent la télémesure pendant de courtes périodes. C'est quelque chose de normal pour ne pas perdre les informations. Elles sont stockées à bord dans la case à équipement. Les paramètres bord sont normaux. Il reste 4 minutes de propulsion de l'étage supérieur cryotechnique. Et donc l'unité est programmée pour enregistrer et envoyer les données lorsque le signal revient. Je vous explique ça car nous avons des périodes d'absence de signal entre l'île d'Ascension et de Libreville. Tout est normal et maîtrisé. ILAS et Orbital maintenant. Today is a proud day for us for the launch of HILAS 4. It is the second satellite we built for Avanti and the third communication satellite we launched this year. Also, it's our second launch on Ariane 5 this year and the 28th overall orbital ATK launch on Ariane. HILAS 4 is our third Geostar 3 satellite. At over 4,000 kilograms, that's close to 9,000 pounds, it's the heaviest satellite we've launched to date. HILAS 4 is a Ka-band high-throughput satellite. It has 64 fixed beams servicing Europe and Africa, and 4 steerable beams that service Europe, Africa, and also South America. Geostar 3 represents the next generation of geostationary satellites for orbital ATK. It incorporates more new and improved technology than at any time in the evolution of the Geostar platform. This provides increased payload capacity, more operational flexibility, and at lower launch mass. HILAS 4 is the second satellite to incorporate a state-of-the-art electric propulsion system using xenon-fueled Hall-effect thrusters. In a hybrid configuration, HILAS 4 will use a standard chemical bipropellant system for fast orbit raising and station acquisition. It will then use the electric propulsion system for high-efficiency orbit maintenance with a 15-year mission life. I want to thank Avanti for their trust and confidence in us. HILAS 4 joins HILAS 2 as the second high-throughput satellite we built for Avanti. We have really enjoyed working with this customer again. Over 900 people have contributed to HILAS 4 at Orbital ATK. The program is also supported by a team of world-class suppliers. We wish Ariane a successful launch and HILAS 4 great success in orbit. Allez Ariane 5, go HILAS 4. HILAS 4 arrived in French Guiana on February 15 ILAS and was transported to the 4 satellite buildings est S5 arrivé ici en Guyane française. Il y a 2 mois bientôt. Donc, pendant ce sujet, le signal d'Ariane a été acquis par notre dernière station de poursuite aval à Malindi, au Kenya. Eh bien, quelques chiffres. Eh bien, ce lancement est la 297e mission des lanceurs de la famille Ariane et la 98e pour une Ariane 5. Les deux satellites sont les 577e et 578e à être lancés par une Ariane 5. Encore une étape importante dans son illustre carrière. C'est un record pour la famille Ariane car la précédente génération, Ariane 4, avait mis en orbite un total de 187 satellites au cours de sa durée de vie de 1988 à 2003. Et les 201 satellites ont été lancés pour 70 clients pour une masse totale de 775 tonnes. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique. Donc nous arrivons à l'extinction du moteur supérieur
confirmé ici par le DDO. Et donc, nous arrivons à la fin de la phase de propulsion. Et avec l'extinction du moteur de l'étage supérieur, nous sommes entrés dans la phase balistique. Le composite est en train de réaliser un certain nombre de manœuvres, une série de 20 opérations de quelques secondes à quelques minutes. Séparer les deux satellites dans une direction et le CILTA dans une autre est l'objectif de cette série de manœuvres. Au profit de la charge utile Superbird. Nous avons ici la série de manœuvres d'orientation. Comme le dit le DDO, le système d'attitude et de contrôle utilise de petites fusées d'accélération qui vont orienter le composite dans la direction requise pour le premier satellite et procéder à la séparation. Vous les verrez s'allumer et s'éteindre sur l'animation. Peut-être 12 ici par groupe de 3. Donc ici, nous avons notre site, le site en Guyane française du CSG a été choisi en 1964 parmi 14 autres dans l'Australie et la Scandinavie à l'époque où la France cherchait un site pour sa nouvelle base. La France avait utilisé une base en Algérie précédemment et ici, c'est en Guyane que la France trouva tout ce qu'elle cherchait, une large ouverture sur l'océan avec 50 km de côte permettant des vols à l'est et au nord, une zone faiblement peuplée, une absence d'ouragans, ce qui n'est pas le cas d'autres endroits du monde. Enfin, le site comprend des collines où les ensembles radars et de télémesures sont installés pour suivre le lanceur sur sa trajectoire. Ici, nous avons cette série de mouvements qui a lieu à l'heure actuelle. Et nous avons ici l'étage supérieur qui réalise l'ensemble des phases de ce programme pour positionner, pour vraiment positionner avec la plus grande précision possible les satellites. Et donc ici, comme je le disais, nous sommes ici dans ce site qui comprend également, comme je le disais, des collines où les ensembles radars et télémesures sont installés pour suivre le lanceur sur sa trajectoire. Et maintenant, ici, en image, un sujet sur le CVI. Another place that's very active tonight, the CVI, or the Quick Look Telemetry Display Control Center. Now these teams have all the means for receiving, Donc, toutes ces équipes storing, disposent de tous les moyens pour recevoir, traiter et stocker les données venant des stations terrestres. Le CVI est situé sur une colline non loin de Jupiter. Ces équipes sont en train de suivre et d'analyser toutes les données du vol et rendre compte du statut du vol du lanceur ici aux équipes du centre de contrôle de la mission, le centre névralgique Jupiter. Toutes les données sont traitées pour reconstituer toute la mission du décollage jusqu'à la mise en orbite des satellites. Toutes les informations arrivent donc ici tout au long de ce vol. Nous avons un flux d'informations en continu qui arrive ici à Jupiter, le centre névralgique opérationnel. De la séparation du CILTA. C'est notre troisième lancement de l'année. Nous avons lancé VA241 avec 2 satellites de télécom, SES-14 et Ariane 3. En janvier, le troisième lancement de l'année, nous avons lancé également le premier Soyouz de l'année, VSA-18, qui met en orbite 4 satellites au 3B le 9 mars. Et ici, une année bien remplie pour Arianespace. Et nous allons avoir une année tout à fait chargée et dans les mois à venir. Et alors avec, bien entendu, nous ne sommes plus qu'à quelques mois à l'entrée, d'ici à l'entrée en service d'Ariane 6 et de la toute nouvelle Vega C avec le vol inaugural d'Ariane 6 prévu pour juillet 2020. Et ici... sujet suivant, la relation entre l'EOPS et ILAS. ILAS 4 est un satellite à propulsion hybride fabriqué par Orbital ATK. Il est basé sur la plateforme Geostar 3. C'est le 28e satellite Orbital ATK lancé par Arianespace.
Je souhaiterais à cette occasion remercier toutes les équipes d'Avanti Communications et d'Orbital Attica ILAS 4 qui ont collaboré sans relâche tout au long de ce programme pour construire ce satellite commercial le plus gros, le plus complexe et le plus technologiquement évolué que nos deux sociétés aient construit à ce jour. Dans les jours qui viennent, les systèmes de bord seront minutieusement vérifiés, tandis qu'une série d'allumages du moteur permettront de mettre le satellite sur l'orbite géostationnaire, où la charge utile sera testée et préparée pour sa mise en service. Elle y restera au moins 15 ans, offrant à ses clients d'Europe et d'Afrique des services fiables et de haute qualité. En janvier 2017, nous avons malheureusement perdu Jonathan Cooper, ingénieur en chef pour Orbital Attica ILAS 4, qui fut au cœur de cette aventure.